Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous du Club des entreprises solidaires de la Fédération française des banques alimentaires. Je suis Christina Balanos et j'aurai le plaisir d'animer cette séquence. Merci d'avoir été au rendez-vous de ce moment qui se passe bien évidemment à distance, mais on est très heureux de vous avoir si nombreux. Aujourd'hui, nous allons parler en introduction du réseau des banques alimentaires, qu'est-ce qui s'est passé en 2020, les orientations pour demain et bien évidemment de vous, le Club des entreprises solidaires et ce qu'on a réussi à faire avec vous. Vous partirez dans un second temps en atelier. Nous aurons le plaisir d'avoir des témoignages d'entreprises que nous remercions d'ores et déjà. Et bien sûr, on sera ravis d'échanger avec vous pour ce qu'on peut faire à l'avenir. Nous reviendrons bien évidemment en conclusion avec Olivia Grégoire, une prise de parole de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable. J'en profite pour vous dire que vous pourrez, dans cette première partie où nous allons rencontrer des personnes de la Fédération, poser vos questions via le chat. Je les recevrai sur mon portable. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette première partie. Et nous allons tout de suite démarrer avec Claude Balland. Bonjour Claude Balland. Bonjour, bonjour à tous. Vous avez été élu président de la Fédération des banques alimentaires en juin l'année dernière, en pleine crise sanitaire. J'aimerais partager avec vous quelques éléments de votre parcours. Vous avez débuté votre carrière en tant qu'instituteur, puis professeur d'histoire et géographie. Ensuite, pendant 27 ans, vous avez occupé différentes fonctions au sein de l'administration préfectorale. Et depuis 1999, vous avez enchaîné des mandats de préfet, aussi bien de département que de région. Et en 2001, vous êtes nommé directeur de l'administration de la police nationale, puis directeur général de la police nationale en 2012. En 2015, après une grande carrière dans le public, vous avez rejoint le privé, et plus particulièrement le groupe Renault, en tant que directeur de l'éthique et enfin directeur audit, risque et éthique en 2019. Un très beau parcours. Alors, pourquoi vous êtes devenu président de la Fédération des banques alimentaires? Je crois que vous avez une anecdote à nous partager. Oui, en fait, c'est une vieille vocation. Quand j'étais préfet du Gers, j'ai été amené, comme beaucoup de préfets, à visiter la banque alimentaire du Gers. Et j'ai eu le coup de foudre. Je me suis dit, mais c'est une entreprise solidaire, concrète. Et je me suis dit, si tu vas jusqu'à la retraite, tu essaieras de les rejoindre. Mais sans fausse modestie, je me voyais président de la banque alimentaire de Nevers, parce que je suis nivernais, ou du Cher, mais je ne me voyais pas président de la fédération. Eh bien, bravo à vous, ça fait déjà presque un an. On sait tous que pendant cette année, nous avons vécu une crise sanitaire. Comment vous avez fait face aux banques alimentaires? Les banques alimentaires ont fait face et elles ont dû s'adapter. Elles ont fait face parce qu'elles n'ont pas fermé. On a remis 22% d'aliments en plus. C'est une performance parce que 65% de nos bénévoles ont plus de 65 ans. Donc, ils auraient pu ou dû rester chez eux par précaution sanitaire. Donc, on a fait face. On n'a pas fait face tout seul parce qu'on a été aidé. D'abord, la fédération a soutenu les 79 banques alimentaires. Et on a bénéficié d'un vaste réseau de solidarité. Et beaucoup de ces entreprises ont été très généreuses avec nous, soit par des dons en argent. Par exemple, l'industrie agroalimentaire, pendant les 4 mois, de mars à juin, a donné 32% de plus que les 4 mois de 2019. Donc, merci à tous. Mais on a dû aussi s'adapter. Les événements nous ont forcés à nous adapter dans 3 directions. C'est-à-dire qu'on a dû faire de la remise directe à des étudiants, alors que les banques alimentaires, comme vous le savez, redonnent à des associations. Là, les banques alimentaires ont donné des milliers de colis aux étudiants, surtout en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. On a dû distribuer autre chose que des aliments. Les préfectures nous ont demandé de distribuer des produits d'hygiène. Et
contrairement à nos grands principes fondateurs, on a dû plus acheter parce qu'un des principes fondateurs, c'était qu'on ne redistribuait que les aliments qu'on nous donnait. Et maintenant, sur 100 produits que l'on redistribue, il y en a 23% qui sont achetés. Eh bien, bravo, bravo d'avoir résisté. Quels sont les chantiers d'avenir pour le réseau des banques alimentaires? Oui, c'est un paradoxe. C'est à la fois la crise a conforté le réseau en nous faisant mieux reconnaître par les pouvoirs publics, les collectivités locales, mais à la fois, je crois qu'on est à la croisée des chemins. Je crois que nous sommes à la croisée des chemins et les banques alimentaires vont devoir s'adapter parce qu'on est dans un monde où il y a de la concurrence, des start-up, des tentatives de remettre des chèques directs et on va devoir s'adapter. S'adapter dans plusieurs conditions, dans plusieurs directions. D'abord, il faut qu'on recherche de nouvelles sources d'approvisionnement et là, je me tourne vers nos amis parce qu'on a bien besoin d'eux. Ce qu'on appelle la ramasse, c'est-à-dire ce qu'on va chercher tous les matins dans les grandes et moyennes surfaces diminue. Puis quand je suis arrivé président, 44% de ce qu'on redistribuait après en un an venait des grandes et moyennes surfaces, on n'en est plus qu'à 38%. Donc on va devoir diversifier nos sources d'approvisionnement. Deuxièmement, pour répondre aux besoins de la société et de la Convention citoyenne, on va devoir améliorer la qualité nutritionnelle des produits que l'on distribue de deux façons. Je crois qu'il faut qu'on approfondisse, qu'on développe nos échanges avec les agriculteurs et les éleveurs locaux. Et pour utiliser les aliments qu'on nous donne de plus en plus tardivement par rapport aux dates de péremption, je crois, il faut qu'on fasse des ateliers de transformation pour faire des plats cuisinés. Il faut aussi qu'on pense au milieu rural, où il y a aussi des gens qui sont dans le besoin, mais qui n'osent pas le dire. Donc il faut qu'on couvre ce besoin en organisant des distributions en milieu rural. Il faut qu'on continue et même qu'on accentue les distributions directes. On n'a pas abandonné les étudiants. Bien sûr. Puisque au moment où je vous parle, il y a une trentaine d'épiceries qui ont été créées spécialement pour les étudiants. Et il faut aussi, si on veut vraiment s'ancrer dans la société, faire plus d'accompagnement social. On faisait déjà de l'accompagnement social avec des stages cuisine, des stages de lutte contre le gaspillage, des stages santé. Mais hier, par exemple, j'étais à Toulouse et j'étais content de voir qu'au sein de la Banque alimentaire de Toulouse, il y avait 2 jeunes qui avaient été embauchés simplement pour avoir des contacts avec les jeunes des quartiers. Il faut aussi qu'on améliore notre organisation en créant un niveau de mutualisation au niveau régional pour égaliser, rendre plus égalitaire l'apport de dons, parce qu'il y a des départements où il y a beaucoup d'industries alimentaires et d'autres beaucoup moins. Donc il faut qu'on fasse des échanges entre les banques alimentaires des mêmes régions. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup d'efforts à faire pour s'articuler avec les 3 autres grands réseaux, c'est-à-dire que sont la Croix-Rouge, les Restos du Cœur et le Secours populaire. Bon, je pense que parfois il y a des doublons et qu'on gagnerait pour le bien des bénéficiaires finaux à mieux articuler notre action. Et aussi, enfin, il faut qu'on participe à la transition écologique, c'est-à-dire concrètement qu'on achète ou qu'on se fasse donner de plus en plus des camions à motricité électrique, qu'on revête nos entrepôts de panneaux volcaïques. Donc vous voyez, il y a des évolutions qu'on va devoir faire. Et donc je compte sur les entreprises solidaires pour nous aider. De très beaux challenges que vous allez certainement relever. Et justement, ces entreprises solidaires, comment peuvent-elles contribuer à ces chantiers d'avenir? Eh ben d'abord, merci à ce qu'elles font déjà pour nous. Si je répète, on a été vraiment fondamentalement content de les trouver à partir du mois de mars. Ce qu'on attend d'eux, ce qu'on espère d'eux, c'est que petit 1, elles nous aident à diversifier nos sources d'approvisionnement, parce que la baisse de la ramasse, ça nous inquiète vraiment. Deuxièmement, une des aides vraiment très efficaces, c'est les mécénats de compétences. Parce qu'autant on arrive à trouver des bénévoles pour aller chercher les aliments tout le matin dans les grandes et moyennes surfaces, pour servir les associations qui viennent chez nous, autant on manque de cadres. On manque de cadres, soit des budgétaires, soit des logisticiens, soit des RH, soit de la communication.
Et beaucoup d'entreprises nous aident déjà avec le mécénat de compétences. Et là, je fais un appel à toutes les entreprises pour qu'elles mettent à disposition des cadres. Alors la tradition, c'est de mettre des cadres 2-3 ans avant la retraite. C'est déjà bien, on est déjà très très content. Je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier. Mais aussi, on pourrait être encore plus audacieux. Il y a des grandes entreprises qui sont ici et elles pourraient très bien, par exemple, dire à un cadre d'avenir en milieu de carrière, bon, ben, tu vas aller faire tes preuves dans un milieu totalement différent. Voilà, tu vas diriger une banque alimentaire ou être le numéro 2 d'une banque alimentaire et on te promet, on t'évince pas, on te reprendra dans 2 ans, mais tu vas acquérir un enrichissement humain en allant diriger ou en allant participer à l'animation d'une banque alimentaire. Ce qu'on attend aussi de toutes ces entreprises, c'est d'être coachés, comme on dit maintenant, coachés pour toutes les grandes évolutions qu'on va devoir faire, y compris par exemple pour la communication. On a un déficit de communication par rapport au Resto du Cœur, qui ont aussi une forte logique médiatique grâce au fondateur Coluche, aussi au Secours populaire qui s'y met. Et nous, on est en train de réfléchir comment aussi avoir plus de surface médiatique et puis aussi si elles peuvent nous aider pour accélérer la transition écologique ou nous prêter, comme le fait par exemple déjà GRDF, des camions à motricité électrique ou au gaz. Tout ça, on a bien besoin des entreprises et je les remercie à l'avance. Eh bien, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Elles sont là justement pour en parler. Et je suis certaine que vous avez entendu le message passé par le président Claude Balland. Merci beaucoup à vous. On vous retrouve tout à l'heure pour la session de questions-réponses. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à tout moment. On les récupère et on les partagera tout à l'heure. Merci. Et n'hésitez pas également à couper pour l'instant le son de votre ordinateur et aussi vos caméras si vous voulez bien pour que le flux passe bien. Merci beaucoup. On retrouve, merci Claude Balland, on retrouve tout de suite pour une deuxième prise de parole Laurence Champier, que vous connaissez toutes et tous, bien évidemment, directrice fédérale de la FFBA. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, comme l'a dit Claude Balland tout à l'heure, vous avez résisté, bravo à vous, et plus que résisté, d'ailleurs, vous allez nous en parler. Comment vous avez géré de manière opérationnelle cette crise sanitaire, qui n'est pas terminée, bien sûr? Quelle a été la méthodologie et l'adaptation du réseau? Alors, avant de parler de méthodologie, je pense qu'il faut qu'on parle d'hommes et de femmes engagés. Dès le début de la crise sanitaire, même un petit peu avant, j'ai eu la chance d'avoir une équipe très soudée autour de moi, qui a décidé de rester active, qui a décidé de soutenir le réseau des banques alimentaires. Et je dois dire que sans cette équipe formidable, on n'aurait certainement pas traversé cette crise sanitaire aussi, je dirais pas sereinement, mais en tout cas avec le succès et vraiment le sentiment du travail accompli cette dernière année. Bravo. L'autre chose, c'est d'avoir été reconnue comme action essentielle à la nation très vite, puisque dans le décret qui est sorti le 15 mars, au même titre que l'industrie agroalimentaire ou la grande distribution, les associations de lutte contre l'exclusion étaient reconnues comme essentielles à la nation. Et ça aussi, ça nous a porté. Voilà, on ne s'est pas posé de questions. Nous n'avions pas le choix. Il fallait qu'on soit présent. Je le rappelle, on a 6000 associations partenaires aujourd'hui, dont 875 épiceries sociales, qui accueillent ces associations et centres communaux d'action sociale plus de 2 millions de personnes par an. Voilà, donc on ne se pose pas de questions. On a senti que la crise sanitaire allait devenir une crise sociale très vite. Et donc ça, je dirais, en dehors de la petite musique qu'on entendait, médiatique, les discours, etc., eh bien, voilà, on s'est adapté, on y est allé. Pas évident, hein, Claude le rappelait, 65% de nos bénévoles ont plus de 65 ans, donc ils auraient pu légitimement se dire, non, moi je me mets en retrait. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Et c'est ça aussi que je raconte toujours avec beaucoup d'émotion parce que je dois dire que d'avoir dirigé, animé ce réseau pendant cette crise avec, je dirais, toutes ces personnes qui ont dit non, nous on continue, on sera là pour les personnes bénéficiaires. On ne peut pas laisser des gens sur le bord de la route et on sait qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Ça a été vraiment extrêmement fort, 20% d'augmentation de la demande entre mars et juillet 2020, donc une grosse claque, une grosse vague qui est arrivée. Une situation inédite aussi. Alors elle l'était, cette crise, mais elle était inédite parce qu'on avait comme, je dirais,
baromètre, ou en tout cas comme point de repère, la crise de 2008, qui avait été extrêmement forte, mais moins soudaine en fait. Et donc ça, c'est vraiment, après l'état de sidération, ça a été de se dire aujourd'hui, voilà, on est en mode d'urgence, il faut y aller, on se retrousse les manches. J'ai pu m'appuyer sur des compétences en interne. On a lancé classiquement une cellule de crise, mais aussi d'acquérir des nouvelles compétences. On en a parlé, mais d'acheter des denrées alimentaires, d'acheter des produits non alimentaires, ce n'était pas dans notre ADN. Et donc d'aller chercher des nouvelles compétences. Petite anecdote sur les masques, le gel hydroalcoolique, je ne sais pas si vous vous en souvenez évidemment, parce que ça fait déjà un petit moment, mais un peu compliqué d'en trouver à cette période-là. Et notamment avec des lots qui étaient préemptés sur les tarmacs des aéroports. Enfin, on a essayé de trouver des solutions et surtout la volonté de vouloir protéger nos équipes. Bien sûr. Voilà, donc on a mis cette cellule de crise en place. On a appuyé notre réseau, encore une fois, en faisant des points Covid réguliers, quasiment tous les 2-3 jours. Il y en a plus de 80 qui ont été diffusés dans le réseau des banques alimentaires pour accompagner les banques alimentaires de comment je gère mes salariés, mes bénévoles, comment j'adapte la distribution des denrées alimentaires que les associations viennent chercher en respectant les contraintes sanitaires, toutes ces questions réglementaires qui ont émergé, les attestations couvre-feu qui changeaient quand même assez régulièrement. Et tout ça avec ce temps fort évidemment du premier confinement, mais qui n'a pas arrêté en fait je dirais, de se substituer avec d'autres périodes de restriction, d'autres confinements. Et puis un dernier point avec notamment des outils de communication qu'on a créés là aussi pour nos banques alimentaires et puis pour nos associations partenaires. Vraiment, encore une fois, l'objectif du réseau des banques alimentaires, c'est d'être le moyeu central sur un territoire, d'accompagner ses partenaires. Et donc, comment on fait pour que dans cette situation totalement inédite, il n'y ait pas de rupture de distribution. Et puis sur le terrain, je le disais, là aussi un formidable élan. Quand je leur ai demandé le lendemain de l'annonce du président de la République du confinement, on ferme, on met nos plans d'activité en place. Et là, j'ai eu une fin de non-recevoir. Elles ont voulu continuer. Elles ont voulu continuer. Il y en a 2 qui ont fermé. Pourquoi? Parce qu'elles étaient dans des zones Covid assez développées, notamment dans l'Est de la France. Et donc là, ça ne se posait pas. Il fallait quand même prendre soin de soi. Mais toutes les autres ont continué. Et ça, c'est aussi un sentiment de fierté qu'on peut partager aujourd'hui. Absolument. Voilà. Et puis, un dernier point, c'est qu'on a quand même des bénévoles qui se sont mis en retrait. Et on a eu un élan de mobilisation avec plus de 1500 nouveaux bénévoles qui nous ont rejoints. Ça aussi, c'est quand même assez extraordinaire. Des jeunes retraités qui ne pouvaient pas profiter de leur nouvelle situation, des étudiants, des gens au chômage partiel qui ont dit moi, je ne veux pas rester à la maison, je vais donner un coup de main aux banques alimentaires. Et donc, on a pu s'appuyer sur la réserve civique notamment, qui a été vraiment un vivier, je dirais, de mobilisation. Et ce qui est très intéressant, c'est, pour donner un exemple, c'est qu'à la Banque alimentaire de l'Indre aujourd'hui, 30% des bénévoles qui y sont des bénévoles issus du confinement. Et qui sont encore là. Et qui sont encore là. Eh bien, c'est fantastique. Bravo cet élan de générosité et bravo à vous pour ce bel engagement et tout ce que vous avez pu mettre en place pendant cette situation de crise. Ce retour est je trouve, très émouvant et vous pouvez être très fiers. Qu'est-ce que, après cette année quand même très complexe que vous avez dû gérer, qu'est-ce que vous retenez? Alors, un des points principaux que je retiens, et c'est le bon endroit pour en parler, c'est vraiment... je dirais les liens et les points communs évidents entre associations et entreprises. Je crois qu'on a dû gérer cette crise de la même manière. On est certes une association, mais on est aussi une entreprise avec des bénévoles, des salariés, des bénévoles qui sont une population particulière, qui viennent s'engager. Et donc, comment on fait pour les protéger? Voilà, je pense que vraiment, il y a des points communs qui ont émergé entre nous. La deuxième chose, c'est que cette crise, elle a redonné sa juste place à l'aide alimentaire. Et un coup de projecteur sur l'accès à l'alimentation qui est un droit absolument essentiel. On l'avait un peu oublié. C'est vrai que nous, on porte ce projet associatif depuis la création, mais c'était peut-être un peu moins présent médiatiquement. Et là, très vite, vous avez eu dans les journaux télévisés des queues de personnes qui attendaient à la porte des associations, ou des personnes qui n'osaient pas aller dans des associations. Et donc l'aide alimentaire est revenue sur le devant de la scène. L'autre chose aussi, c'est que de nouvelles entreprises se sont intéressées à nous, sont venues nous voir très spontanément et nous dire comment on peut vous aider. Comment on peut vous aider financièrement. Sylvie en parlera tout à l'heure, mais comment on peut vous aider aussi logistiquement, comment on peut vous aider avec nos équipes. Donc ça a été aussi, je dirais, une grande surprise et ça a créé une émulation très positive. Et puis évidemment, nos entreprises solidaires plus historiques ont été au rendez-vous.
voilà, c'est une reconnaissance de notre action, c'est une reconnaissance de l'engagement des équipes. Et puis on a une reconnaissance aussi à tous les niveaux de l'État. Aujourd'hui, quand on pense banque alimentaire, aide alimentaire, pardon, on pense banque alimentaire. On a eu notamment, et ça c'est anecdotique, mais pour nous c'était extrêmement important, une instruction qui est partie au préfet au mois de novembre, à tous les préfets de France en disant il y a la collecte nationale des banques alimentaires dans quelques jours, soutenez-la. Même si dans votre territoire il y a un confinement assez strict, laissez passer les bénévoles. Les gilets oranges, il est important qu'ils aillent faire cette collecte. Donc ça aussi c'est quelque part une reconnaissance, je dirais, de toute la société sur l'action des banques alimentaires. Et puis cette crise, elle nous a aussi obligés à nous adapter en innovant. C'est peut-être une face un peu moins connue que des banques alimentaires, mais en fait, on distribue de l'aide alimentaire, on fait de l'accompagnement social et puis on innove beaucoup. On a des outils technologiques. Et là, en 3 semaines, avec ce contexte particulier aussi de la collecte nationale de fin novembre, quelques inquiétudes sur le fait qu'on n'allait peut-être pas récupérer autant que l'année dernière, on a monté en 3 semaines une plateforme digitale qui s'appelle monpaniersolidaire.org. Et je dois dire qu'on a rencontré un succès absolument phénoménal puisque plus d'1 million de repas ont été collectés en moins de 4 semaines sur cette plateforme. 1 million 1 million de repas. Et donc, on va la relancer pour la collecte en 2021, avec, on l'espère, un aussi grand succès. Et là, je fais un petit appel déjà aux associations, aux entreprises solidaires. Aidez-nous, soutenez cette plateforme, faites-la connaître à vos salariés, à vos partenaires. Abondez, si vous le pouvez, des repas qui sont collectés via cette plateforme. Et donnons-nous un objectif qui est peut-être très ambitieux, mais je pense réaliste, c'est 2 millions de repas pour la collecte. Et puis enfin, je conclurai là-dessus, je crois que nous avons fait aussi de très 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 belles rencontres. C'est parfois même inédit, un peu étonnant dans cette période. On était tous derrière nos ordinateurs, parfois en télétravail, même si le télétravail n'existe pas au sein des banques alimentaires. Pour charrier des cagettes et aller faire la ramasse, c'est plus compliqué. Mais l'arrivée de 10 nouvelles entreprises solidaires en 2020 n'est pas due au hasard. Je le disais, il y a un lien très fort entre les banques alimentaires et les entreprises. On s'est retrouvés sur des valeurs communes. On a partagé ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est le droit à l'alimentation. Et je crois que ces entreprises aussi ont compris très vite qu'en soutenant les banques alimentaires, elles soutenaient des projets concrets, de la distribution en milieu rural, des ateliers en prévention santé. Voilà, que chaque euro finalement investi, si je peux me permettre ce terme, était totalement mis au service du projet. Et j'espère que voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure avec ces entreprises, qu'on en aura encore beaucoup d'autres qui viendront nous rejoindre. Je ne doute pas que les ateliers de ce matin vont donner, j'espère, tous ensemble des idées pour la suite. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne matinée et merci à tous d'être là. Merci beaucoup, Laurent. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire en cas de crise. Finalement, on peut innover et créer des choses qu'on n'aurait jamais imaginées en très peu de temps. Voilà. Bravo à vous. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Nous allons maintenant passer à une séquence pour parler de vous, entreprise solidaire. Et nous avons le plaisir d'avoir Sylvie Targa avec nous. Sylvie Targa, vous êtes responsable du service mécénat. Alors, 27 entreprises, Laurent s'en parlait tout à l'heure, 10 nouvelles en 2020, c'est extraordinaire. Qui sont ces entreprises solidaires ? Alors d'abord, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là aussi parmi vous et de vous retrouver. Qui sont ces entreprises ? Eh bien, c'est d'avant tout déjà de grands mécènes, c'est-à-dire qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent financièrement de manière très significative sur la durée, donc pendant plusieurs années. Et donc nous avons une grande diversité de secteurs d'activité représentés. On a les industriels de l'agroalimentaire, les GMS, les grossistes, mais également les établissements bancaires, les transporteurs, une plateforme en ligne, des céréaliers, enfin voilà, la restauration collective. Vous voyez, vraiment tous les secteurs d'activité qui peuvent se mobiliser pour nous aider financièrement parce que l'important, en effet, c'est de pouvoir cofinancer des banques alimentaires qui n'auraient pas totalement les moyens pour finaliser leur renouvellement d'outils et l'outil principal, notamment les véhicules routiers en achat ou location pour aller collecter les denrées, les distribuer et les moyens de manutention, les extensions d'entrepôts. Voilà, donc c'est bien sûr précieux et indispensable. Et encore merci à vous.
Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Quelles actions ont réussi à être menées grâce à ces entreprises solidaires? Alors je dois dire que l'année 2020 a été exceptionnelle puisqu'on a réussi grâce à vous à aider plus du double de projets. Oui, voilà, par rapport à 2019, c'est énorme. C'est énorme. Ça représente à peu près 2 millions de repas si on transforme en équivalent repas. Donc c'est 106 projets qui ont été accompagnés par vous sur le territoire. Donc ça veut dire que 106 projets de banques alimentaires sur le territoire ont été cofinancés grâce à vous et bien sûr à d'autres mécènes, mais vous essentiellement puisque vous êtes, comme je le disais, c'est extrêmement significatif l'aide financière que vous apportez. Également des projets donc, alors, transversaux, des projets territoires de la fédération, ça vous parlera, comme le fonds mutualisé transport, ce fonds qui a été mis en place par mes collègues des ressources alimentaires pour pouvoir justement aider les banques alimentaires qui ne réussissent pas à financer les transports et sachant qu'en la période 2020, les transports routiers avaient vraiment augmenté. Vous êtes vraiment mobilisés quand on a fait appel à vous. Voilà aussi les entreprises solidaires, c'est qu'on peut se tourner facilement vers elles et on a un accueil chaleureux, généreux et répondent présents. Mais voilà, on a la protection, bien sûr, les achats de masques, les achats de gel, les achats de denrées. Vous avez largement contribué. Voilà le type d'exemple. La communication à la collecte nationale aussi. Et Laurence parlait du panier solidaire qui va être relancé. Voilà encore une très grande reconnaissance de notre part et de toute l'équipe voilà, pour votre soutien et votre accueil. Magnifique générosité de votre part et nous en sommes ravis. Un grand merci. Merci Sylvie pour ce partage. Et c'est le moment, un temps d'échange comme on le disait tout à l'heure. Vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le chat. On y répondra tout de suite. Je vais vous faire revenir, cher Président, pour ces questions. Et en attendant, je vérifie effectivement si nous avons déjà des questions. Est-ce que nous avons déjà des questions? Alors, est-ce qu'on a à déplorer des clusters Covid au sein des BA? C'est une grande question, ça. Alors, ça peut-être que c'est Laurent. Je regarde Laurence, mais à ma connaissance, non. Alors, venez Laurence, venez. Revenez, on revient avec vous. La distanciation sociale. Alors, effectivement, je le disais tout à l'heure, au début de la crise sanitaire, on avait la Banque alimentaire de Mulhouse, notamment, qui a été touchée par le Covid. Et malheureusement, il y a quelques semaines, la Banque alimentaire de La Rochelle. L'Ouest français avait été plus ou moins épargné, en tout cas en début de la crise. Voilà. Mais on a eu de la chance, c'est que finalement, on a été assez peu touché au cœur pendant cette crise sanitaire. On a fait en sorte que des clusters, effectivement, n'arrivent pas. On a mis en place des restrictions sanitaires comme partout. Mais bon, voilà, nul n'impossible n'est tenu. Et donc, mais ce qui reste minime quand même. Voilà, qui reste minime. Alors, à La Rochelle, malheureusement, un des bénévoles est décédé du Covid. Bon, voilà. Mais je dirais que nos 6000 bénévoles qui maintenant sont revenus sont protégés, continuent leur mission. Et puis, j'espère que ça sera bientôt derrière nous, tout ça. On espère aussi, en tout cas, vous avez beaucoup protégé, vous l'avez dit tout à l'heure, tous les bénévoles et toutes les équipes qui ont œuvré pendant cette crise sanitaire. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question. Je regarde s'il y a d'autres questions. Sinon, j'ai quelques questions également que je souhaitais vous poser. Une question sur le chèque alimentaire. Quelles sont vos propositions concernant ce projet de chèque alimentaire de la Convention citoyenne du climat? Nous demandons à participer à ce nouveau dispositif de deux façons différentes. C'est-à-dire que les banques alimentaires avec les trois autres grands réseaux bénéficieraient de chèques qu'elles distribueraient elles-mêmes aux 6011 associations que l'on sert pour qu'elles complètent les produits secs qu'on leur donne, entre autres, pour acheter des produits, des légumes, des fruits localement. Et la deuxième forme de participation, ce serait que l'État nous donne des crédits pour les 79 BA, avec obligation pour ces 79 banques alimentaires d'acheter à 100% des crédits localement aux agriculteurs et aux éleveurs locaux. Ça serait une façon efficace d'atteindre l'objectif voulu par la Convention citoyenne, c'est-à-dire accroître les débouchés des agriculteurs et des éleveurs locaux. Très bien. J'ai une deuxième question pour vous, question de Nathalie Brindeau. Pouvez-vous nous donner quelques exemples des 106 projets de cette année?
Alors peut-être pas les 106, quelques projets, voilà, qui vous viennent en tête. Beaucoup de banques alimentaires ont répondu donc à l'appel d'offres pour France Relance. Elles ont eu pas mal de succès. Hein. Il y a à peu près la moitié des dossiers, 56% des dossiers qu'elles ont proposés qui ont été retenus par les administrations et les collectivités locales. Et ce qui est de bien, c'est que la plupart de ces projets justement répondent aux objectifs d'évolution que j'ai rappelés tout à l'heure. Alors, il y en a qui sont fait financer des ateliers de transformation, hein, comme par exemple à Marseille. Il y a des projets aussi à Toulouse, il y a un projet aussi à Perpignan, etc. D'autres banques alimentaires se sont fait financer des camions pour organiser des distributions en milieu rural, des circuits en milieu rural. D'autres banques alimentaires se sont fait financer des épiceries sociales à destination des étudiants. Et d'autres banques alimentaires se sont fait financer des équipements pour favoriser la mutualisation au niveau régional. C'est-à-dire concrètement, par exemple, comme la région Bretagne, à payer 1 ou 2 camions pour répartir mieux, d'une manière égalitaire, la nourriture entre les banques alimentaires de la région Bretagne. Eh bien, bravo. Une autre question que je vois, quels sont les points d'attention de la Fédération après cette année de crise? Ben, les points d'attention, ils sont multiples. Hein. C'est d'abord le renouvellement des bénévoles. Hein. C'est surtout aussi trouver plus de cadres. Hein. C'est pour ça que j'ai fait appel et que je continue à faire appel aux entreprises pour nous mettre à disposition des cadres pour le mécénat de compétences. Il y a déjà beaucoup, si je commence à les citer, je vais en oublier, excusez-moi, mais Orange, les PTT, Bureau Veritas, GRDF, excusez-moi, j'ai pas, oui, il y en a un certain nombre. Et puis surtout, ce qui est préoccupant, c'est la baisse de la ramasse, hein, qui est inégale selon les départements, mais il faut qu'on trouve d'autres sources d'approvisionnement. Il y a certaines BA qui s'orientent vers des grandes surfaces qu'elles ne sollicitaient pas jusqu'à présent, des marques un peu différentes, récemment arrivées. Et surtout, notre principale préoccupation, c'est justement améliorer la qualité des produits que l'on distribue. Et pour ce faire, on voudrait vraiment approfondir, développer nos échanges avec le monde agricole, avec les éleveurs, avec les agriculteurs locaux. Hier, pour vous donner un exemple comme quoi ça peut être efficace et que ça peut améliorer la qualité de l'alimentation, bon, vous allez me dire que c'est une anecdote, mais tout le monde a vu sur les marchés que les cerises qu'on peut voir étaient toutes petites, très très chères. Et hier, dans la banque alimentaire de Toulouse, je suis allé voir la répartition de ce qu'on donnait à toutes les associations. Et il y avait 5 cajots comme ça de grosses cerises de Céré qu'on a données à l'association Saint-Vincent-de-Paul. Et j'avais presque envie d'en prendre une parce que j'adore les cerises. Et voilà donc des gens qui sont dans le besoin, qui vont bénéficier des produits donnés par le syndicat des agriculteurs, des vendeurs de cerises de Céré. On a compris ce qu'on doit vous ramener la prochaine fois, un peu de cerises, avec un petit peu de vin aussi pour y aller. Vous aviez d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions. Non, nous allons, et puis nous sommes très bien dans le timing. Merci beaucoup, Claude Balland. On vous retrouve. Merci à toutes les entreprises. Un chaleureux merci. Et si le slogan n'était pas déjà pris, d'ailleurs, s'il y a des spécialistes de la com en face de nous, c'est dommage, mais je vais quand même vous dire, on compte sur vous, mais bon, je ne devrais pas le dire, parce que c'est un slogan qui appartient à nos amis. Allez, au revoir, merci. Merci Claude Balland, on vous retrouve bien sûr tout à l'heure. Eh bien, notre première partie se termine, nous allons maintenant passer en atelier. Je vous prie de rester connectés, on va vous basculer dans quelques instants. Et j'aimerais profiter de ce moment pour remercier les entreprises qui vont témoigner, et bien sûr votre présence, qui sont la société Novo Nordisk avec Étienne Tichit, un témoignage également de Catherine Bureau, directrice déléguée de la Fondation
avril. Un autre témoignage ensuite de Jérôme Chambin, directeur communication et digital de GRDF. Et évidemment, j'en ai oublié un qui est bien là dans mon script, c'est Éric Lecerf, ex-DG Kellogg's. Donc nous allons vous passer pour cette première partie dans les ateliers. On a essayé de respecter vos souhaits et nous reviendrons pour rebasculer ensuite pour la deuxième partie. À tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre échange, vos échanges. Merci beaucoup pour les témoignages. On vous retrouve en plénière. En attendant, on va préparer les deuxièmes sessions d'atelier. Ça nous prend un peu de temps. Donnez-nous encore quelques minutes. Et en attendant, je vais faire revenir Laurence Champier. J'ai une question à vous poser par rapport à France Relance. Quels sont les projets retenus pour le réseau des banques alimentaires dans le cadre de France Relance? Alors, Claude en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est vrai qu'on a une 60aine de projets qui ont été déposés dans cet appel à projet national. Pour la fédération, on a un projet qui a été retenu qui est la modernisation des systèmes d'information et notamment un outil qui s'appelle Ticadi et qui est un outil de gestion, traçabilité, de gestion des bénéficiaires dans les associations qu'on met à disposition gratuitement de nos partenaires associatifs et CCAS. Et donc, il faut un peu d'huile dans les rouages pour lancer ce projet. Et puis sur le terrain, ce sont des épiceries sociales itinérantes, des ateliers de transformation, on l'a dit aussi, une plateforme régionale pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on a présenté des projets qui étaient dans le cadre des orientations de notre fédération. Très bien. Et je crois que vous avez, je regarde s'il y a d'autres questions, tout va bien. Je crois que vous avez un message supplémentaire à faire passer tout de même. Oui, effectivement, j'ai un message. J'en profite d'avoir toutes les entreprises solidaires présentes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 2013, on a lancé une fondation qui s'appelle Fonds Réal et qui est une fondation sous égide de la Fondation de France qui a pour objectif de cofinancer des projets qui luttent contre le gaspillage et qui luttent contre la précarité alimentaire. Pas forcément uniquement des projets d'ailleurs banques alimentaires. Et cette fondation, elle est nourrie par des dons financiers de personnes physiques, des grands donateurs qui sont soumis à l'IFI. Et donc, cette fondation a maintenant 8 ans. On vient et on a la chance d'avoir un nouveau président depuis quelques semaines qui est Rémi Gérin, qui est le président fondateur de Média Performance, qui est vraiment l'agence, je dirais, spécialisée dans la communication en grande et moyenne surface, qui est aussi professeur d'une chaire grande conso à l'ESSEC, et donc qui a accepté de reprendre la barre de cette fondation. Et donc, pour être à ses côtés, on a besoin d'un directeur, d'un délégué général, en mécénat de compétences ou bénévole. Et donc, là, je parle aux entreprises solidaires plus particulièrement. Si vous avez quelqu'un dans vos équipes qui est prêt à nous rejoindre, encore une fois, le mécénat de compétences, c'est une grande richesse pour les gens qui nous rejoignent, c'est une grande richesse pour les banques alimentaires et on serait ravis d'accueillir quelqu'un qui soit prêt à représenter la fondation, à aller chercher de nouveaux donateurs et à faire émerger des projets du réseau des banques alimentaires ou de nos partenaires. Voilà. Je crois qu'en tout cas, avec 27 entreprises solidaires, je suis certaine que vous allez trouver certainement la personne. Je l'espère, je croise les doigts, je compte sur vous. Et le message est passé. J'aimerais vous poser quand même une question sur cette année, une autre question sur cette année qui est passée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué côté bénévole? S'il y avait quelque chose qui a été... on a parlé d'une générosité, d'un élan. Vous avez dit que non seulement d'un côté entreprise, mais des deux d'ailleurs, particulièrement une anecdote côté entreprise, puisque nous sommes là face à des entreprises, ou alors des bénévoles d'entreprises qui ont voulu rejoindre les banques alimentaires. Alors, ce qui s'est passé, pour revenir par exemple pour la collecte nationale, c'est vrai que traditionnellement, on a beaucoup d'entreprises qui mobilisent leurs salariés pour faire la collecte nationale. Cette année, c'était compliqué. On met les salariés en télétravail, on leur dit de ne pas venir sur leur lieu de travail pour respecter les contraintes sanitaires et en même temps, on leur demande de venir en magasin. Et donc, on a un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas eu le choix, qui n'ont pas pu nous rejoindre pour la collecte. Et par contre, d'autres
qui ont fait ce choix. Et d'ailleurs, c'est le cas de Média Performance qui a tenu un magasin quand même le vendredi de la collecte. D'autres l'ont fait et on voit bien que finalement, ce qu'on a connu nous en interne, avec une mobilisation, un engagement, des gens qui, sur leur temps de travail ou sur leur temps de week-end, ont quand même répondu présent. Et on sait aussi qu'on a beaucoup de bénévoles pour la collecte qui sont des entreprises solidaires qui ne pouvaient pas venir dans le cadre de leur entreprise, qui sont venus le samedi. Et c'est grâce à ça qu'on a pu récolter l'équivalent de 20 millions de repas cette année. Eh bien, bravo pour, encore une fois, pour avoir su aussi engager ces personnes-là, parce que je pense que c'est quelque chose d'important, c'est l'élan de générosité, mais vous qui avez pu gérer derrière. Parce que qui dit nouveaux bénévoles veut dire aussi comment on s'organise pour pouvoir les envoyer à tel ou tel endroit. Voilà, ça, c'est une des complexités de notre collecte nationale. On a lancé un outil de gestion et de placement des bénévoles, parce que 25 000 bénévoles qu'on place pour 3 jours, ça ne se fait pas juste d'un claquement de doigts. Et là aussi, des entreprises solidaires nous ont aidés à financer ce projet. Eh bien, bravo à vous. Est-ce qu'on est prêt pour passer en atelier? Non, on n'est pas prêt encore pour passer en atelier. Moi, j'aimerais quelque part, vous donner la parole, si vous le souhaitez, via le chat. Est-ce que vous pourriez nous donner, via le chat, votre ressenti par rapport à cet engagement, vous, personnellement, ce que ça vous... Personnellement, via vos entreprises, bien évidemment. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être engagé auprès des banques alimentaires? N'hésitez pas à écrire dans le chat, ça sera beaucoup plus simple pour nous, si vous voulez bien. Alors, j'espère que Philippe est derrière moi pour pouvoir me transmettre les informations. Alors, je ne vois pas de réaction, n'hésitez pas. Peut-être que ce n'est pas si simple que ça aussi de se connecter, mais on verra en temps d'échange. Est-ce que vous voulez partager quelque chose? Oui, alors je veux rebondir sur une conclusion là, que j'ai entendue d'un des ateliers sur le mécénat de compétences. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quasiment 10 ans d'expérience d'accueil de salariés détachés. Et donc, l'idée de faire un webinaire ou en tout cas de créer une réunion spécifique sur ce sujet du mécénat de compétences pour expliquer d'un point de vue juridique, réglementaire, ce que ça implique pour l'entreprise, ce que ça implique aussi pour le salarié qui est détaché, puisque ça implique un certain nombre de respects, notamment du règlement intérieur de l'association qui l'accueille, une fiche de mission qui soit vraiment détaillée, etc. Je trouve que c'est un sujet qu'il faut qu'on creuse et je serais ravie qu'on lance un webinaire ou une réunion physique. J'espère qu'on pourra bientôt se revoir tous en présentiel pour creuser cette piste qui a été donnée, parce que voilà, c'est une bonne idée et encore une fois, l'engagement en mécénat de compétences permet aussi de prolonger quelque part ou de préparer l'engagement quand on est une fois à la retraite. Donc ça, c'est une autre piste. C'est si vous avez des séminaires de préparation à la retraite dans vos entreprises, on est prêt à venir présenter les banques alimentaires, à expliquer quel est notre métier, comment on fonctionne et quels sont les besoins et compétences, expertises dont on pourrait avoir besoin. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui, des mécénats de compétences en fin de carrière, où les gens viennent s'engager justement auprès des banques alimentaires ou d'autres associations. On a quelques mécénats de compétences aussi en milieu de carrière, qui, lorsqu'ils sont entre 2 missions, souvent les consultants d'ailleurs, ou en retour d'expatriation, bien qu'ils viennent passer 6 mois, 8 mois, 1 an avec nous, en attendant d'avoir une nouvelle mission. Et là aussi, c'est très riche chez des gens qui sont encore dans le monde du travail. Et d'ailleurs, on va accueillir dans quelques jours une personne qui est présente aujourd'hui au sein de l'équipe mécénat de la Fédération, qui, après avoir soutenu le développement de notre mécénat entre les banques alimentaires et son entreprise, a fait le choix de venir passer ces quelques dernières années professionnelles avec nous. Et j'espère que l'année prochaine, elle pourrait être un grand témoin sur ce sujet-là. Eh bien, fantastique. Est-ce qu'on avance côté atelier? Ça avance. Je vois que ça avance du côté de la régie. C'est bon, il y a un pouce levé, donc a priori, ça devrait être bon. C'est pas encore bon. C'est encore bon. On va se raconter plein d'histoires. Alors, moi, je vais partager quand même mon expérience avec vous, parce que je vous ai connu au moment des 30 ans. Et c'était un moment extraordinaire au parvis de l'hôtel de ville, où on a pu, c'était magnifique. Grande aventure. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous demander, est-ce qu'il y aura pour les prochaines, pour les 40 ans, pour le coup, parce qu'il y a eu les 35 ans, est-ce que vous envisagez justement, il y a eu une grande médiatisation des banques alimentaires depuis quelques années, on vous connaît beaucoup mieux, ça c'est une vraie différence. Claude Balland disait tout à l'heure qu'il faudrait se coordonner avec les autres associations. Comment justement,
Qu'est-ce qui a fait, alors il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu plus d'entreprises déjà qui, à votre avis, hein, qui se sont engagées? À votre avis, qu'est-ce qui a fait? Alors, je pense qu'effectivement, la notoriété, je l'annonce aujourd'hui, c'est un scoop, hein, et puis on va passer aux ateliers, parce que là, je pense que c'est bon. On va avoir une nouvelle campagne de publicité, assez étonnante, je dirais, pour le réseau des banques alimentaires, qui, je l'espère, sera diffusé le plus largement possible en spot TV à la rentrée pour la collecte nationale, avec une campagne d'affichage aussi. Justement pour revenir à l'essentiel de notre mission, qui est vraiment l'aide alimentaire et l'accompagnement social. Et donc, il faut qu'on creuse. Je n'ai pas encore d'idée pour les 40 ans. Voilà, le monde associatif et les agendas sont toujours très chargés, mais là aussi, on fera. Et je pense que c'est peut-être avec les entreprises solidaires qu'on pourrait écrire cette page de nos 40 ans. Tout à fait. De les faire participer peut-être un peu plus que ce qu'on a fait pour les éditions précédentes. Donc voilà, le champ est ouvert. C'est un nouvel appel, hein. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, je l'ai bien entendu. C'est de la coopération. Voilà. J'espère en tout cas que je serai au rendez-vous pour ces 40 ans, mais il y a beaucoup de choses à faire en attendant. Nous allons maintenant vous basculer dans cette nouvelle session d'atelier petit à petit. Donc, merci encore pour les témoignages et merci à vous pour les futurs échanges. On vous retrouve tout à l'heure dans à peu près 35 minutes. Merci. Rebonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour ces échanges. On a eu des retours très intéressants aussi bien dans le premier que dans le deuxième. Et on est ravis de vous avoir encore pour quelques minutes puisque nous avions prévu d'avoir Olivia Grégoire en direct, mais elle a malheureusement eu un clash d'agenda, enfin une contrainte, et elle a bien sûr préparé une vidéo pour nous, Olivia Grégoire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable. Regardons la vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer très simplement cette vidéo. Je vais commencer par vous remercier. Merci à la Fédération française des banques alimentaires d'avoir continué, comme depuis des années, de faire fonctionner la solidarité. Merci à vos salariés, à vos bénévoles, d'être restés engagés, attentifs aux autres, alors que la période aurait pu susciter le repli sur soi et l'explosion des égoïsmes. Merci à vous, entreprises solidaires, d'avoir continué de donner pour nos concitoyens dans le besoin. L'abbé Pierre avait coutume de dire, à juste titre, que la maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toute société, est l'indifférence. Je me réjouis profondément que notre pays n'ait pas succombé à cette maladie et que nous ayons pu tenir ensemble en diminuant l'indifférence. Bien sûr, l'État a été à vos côtés tout au long de la crise. Et bien sûr, l'État continuera de l'être dans la relance. Je ne vais évidemment pas vous accabler de chiffres. On va en retenir un seul, 100 millions d'euros. Grâce au plan France Relance. 100 millions d'euros ont, au moment même où je vous parle, été partagés entre plus de 600 associations qui œuvrent au quotidien pour lutter contre la pauvreté et contre l'exclusion sociale. Je me réjouis vraiment que les banques alimentaires soient parmi les lauréats de l'appel à projets, à la fois au niveau national, mais aussi au plan local. Je garde un souvenir ému de ma rencontre assez récente avec les banques alimentaires de Rennes et de Saint-Malo qui ont obtenu des fonds dans le cadre de cet appel à projet lutte contre la pauvreté. Oui, l'État, et c'est normal, est en soutien de la solidarité. Mais oui, les Français aussi, et les Français n'ont jamais été aussi généreux qu'en 2020. Merci à eux aussi. On ne le dit pas assez. Mais oui, nos entreprises aussi ont participé à cet effort national. Et je fais vraiment partie de celles qui pensent que l'entreprise est un acteur majeur de la cohésion et de la solidarité dans notre pays.
quand on a acté l'existence d'une raison d'être des entreprises, nous avons acté que vous aviez un rôle particulier à jouer dans la société. Et cela parce que vous avez un impact. Votre présence dans ce club des entreprises solidaires témoigne que vous n'avez pas attendu la loi Pacte pour vous engager. Je pense vraiment que l'engagement sociétal des entreprises est un acte utile, bienveillant, citoyen que l'entreprise porte en elle. Mais il est aussi un critère de performance à valoriser, une information d'utilité publique, important de le faire savoir. Une performance qui, justement, aujourd'hui, ne peut plus se mesurer uniquement à l'aune de la création de valeur ou du profit financier. La performance des entreprises, elle est plus large. La valeur ajoutée des entreprises, elle est plus large. Elle doit être plus équilibrée, certes économique, mais aussi écologique, sociale, solidaire. En un mot, la valeur ajoutée des entreprises, ça n'est pas uniquement leur profit financier. C'est aussi l'empreinte sociale, environnementale qu'elles laissent, qu'elles encouragent. C'est donc pour ça que j'ai lancé ce jeudi 27 mai la plateforme de service impact.gouv.fr. Une plateforme, un site web, qui est un outil pour partager les savoir-faire, pour faire en sorte que vous partagiez de nouveaux savoir-faire, et surtout pour vous permettre de faire savoir ce que vous faites déjà en matière environnementale, sociale et de bonne gouvernance. C'est un exercice de transparence qui a vocation à embarquer un maximum d'entreprises déjà engagées ou qui souhaitent entamer leur transition environnementale et solidaire dans la recherche d'un impact positif sur la société. Ma conviction, c'est qu'on ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Et je souhaite, avec cette plateforme Impact, alerter, sensibiliser, encourager, acclimater les entreprises à collecter des données et à mesurer leur impact. J'espère aussi vraiment créer un mouvement d'engagement parmi les entreprises et tenter de convaincre le plus grand nombre de nous rejoindre pour progresser ensemble. Ces sujets ne sont pas l'apanage des très grandes entreprises. Beaucoup de très grandes entreprises ont déjà des stratégies d'impact social, solidaire, environnemental, mais cette plateforme que j'ai lancée, elle est pour toutes les entreprises, à partir de la plus petite des TPE, des petites PME ou des entreprises de taille intermédiaire de notre territoire. Il y a beaucoup d'entreprises, et notamment petites, qui font beaucoup pour réduire leur empreinte environnementale, qui font beaucoup pour faire bouger leur chaîne de production, développer les achats durables, qui font énormément au plan social pour partager la valeur, former des apprentis, accompagner les plus fragiles, mais qui n'ont pas forcément d'outils ou de lieux pour le faire savoir. Alors, cette plateforme, elle est pour vous, que vous ayez une toute petite entreprise ou une très très grande. Elle est ouverte à tous. C'est une démarche volontaire et c'est une démarche qui est offerte à toutes les entreprises de France. Alors vous êtes déjà engagé, vous êtes membre d'un club très engagé. Faites-le savoir, venez sur impact.gouv.fr, aidez-moi à aller encore plus loin et soyez surtout assurés de mon soutien, mais aussi assurés de mes remerciements de citoyennes et de ministres, de mes remerciements les plus sincères pour votre engagement durant cette crise terrible, un engagement fort, un engagement qui a fait sens, un engagement qui démontre que notre pays est un pays de solidarité. C'est ensemble qu'on peut aller encore plus loin. Un grand merci Olivia Grégoire pour votre soutien et pour le mot de la fin, j'ai le plaisir de passer la parole à Claude Balland pour clôturer cette session. Je vous rassure, ça ne va pas se couper pile à 30. Nous avons quelques instants encore ensemble. Oui, merci déjà à Olivier Grégoire. On l'apprécie beaucoup, nous, parce qu'on a vu, elle vient dans les banques alimentaires et pour nous aider à lancer la grande collecte, elle est restée 1 heure avec nous. Vous imaginez combien j'ai pu voir dans ma carrière de ministre qui lisait d'une manière tiède des discours qu'on leur avait préparés. Et elle, on voit qu'elle y a vraiment mis du sien, donc on l'apprécie.
Donc merci aussi à tous ceux qui ont organisé cette rencontre virtuelle. Bon, c'est toujours préférable d'être, comme on dit maintenant, en présentiel, mais c'était quand même très sympa et bien organisé avec des professionnels. Merci à vous. Merci à toutes les entreprises solidaires pour ce qu'elles nous ont déjà apporté. Et merci aussi pour ce qu'elles vont nous apporter. Je suis persuadé que le réseau des banques alimentaires est un réseau formidable. À chaque fois que je vais dans les banques, je suis vraiment toujours ému par les engagements des uns et des autres. Pour un seul exemple, à Bordeaux, j'ai vu une dame, 87 ans, qui vient depuis 17 ans, 3 jours par semaine. Antoinette, bon, il n'y a pas que des Antoinettes, mais c'est extraordinaire. Donc vous pourriez penser que grâce à cet engagement personnel, à ces convictions, le réseau est solide. Il est solide, il a un grand savoir-faire, mais il va devoir évoluer pour diversifier son action, compléter son action. Donc on a fondamentalement besoin de votre intelligence, de votre professionnalisme. Donc vous nous apportez votre intelligence, vos conseils, vos professionnalismes. Et nous aussi, on vous apporte des occasions sympathiques pour être utiles aux autres. Voilà, donc merci à tous. Merci beaucoup Claude Balland, merci à vous, un grand merci d'avoir participé à cette rencontre. On se retrouvera au plus tard au moment de la collecte, mais bien sûr connecté au quotidien avec vous. Merci beaucoup, à très bientôt.